Elle pensait qu'il ne l'entendait pas. Chaque jour, elle entrait dans cette chambre silencieuse, le cœur ouvert, et lui parlait. Elle lui racontait des histoires, chantait des chansons douces, lavait ses cheveux comme on caresse une vie précieuse. Il ne répondait jamais. Il ne bougeait pas. Pourtant, elle continuait. Parce qu'au fond, quelque chose lui disait qu'il était encore là. La première fois qu'Élodie Mercier avait franchi la porte de la chambre 512 de la clinique des Érables, elle n'avait pas vraiment compris qui était l'homme allongé sur ce lit médicalisé dernier cri. Un patient comme un autre, pensait-elle, peut-être juste un peu plus riche que les autres. Ce n'est que plus tard, en feuilletant un magazine dans la salle de repos, qu'elle avait reconnu ce visage émacié sur une photo de gala, Victor Delorme, magnate de l'immobilier, propriétaire d'un empire financier considérable et l'une des plus grandes fortunes de France. À présent, cet homme qui avait bâti des gratte-ciels et fait trembler les marchés boursiers n'était plus qu'un corps inerte, une enveloppe silencieuse suspendue entre deux mondes. Son hélicoptère s'était écrasé 6 mois plus tôt dans les Alpes, une tempête soudaine, une tragédie qui avait fait les gros titres. Victor avait survécu, miraculeusement. Mais son esprit semblait avoir choisi de se retirer quelque part où personne ne pouvait l'atteindre. L'équipe médicale parlait de lui comme d'un cas désespéré. État végétatif chronique, avait déclaré le docteur Lambert, chef du service de neurologie, avec cette froideur clinique qui caractérisait souvent les grands médecins. Les chances de réveil diminuent chaque jour qui passe. Élodie l'avait entendu murmurer à un collègue, on maintient le niveau de soins uniquement parce que la famille peut se le permettre. Autrement, la famille. C'était un bien grand mot pour décrire les rares visiteurs qui se présentaient à intervalles irréguliers. Une ex-épouse pressée qui restait à peine 10 minutes, consultant son téléphone plus souvent que le visage de Victor. Un fils adulte au regard fuyant, visiblement mal à l'aise, qui ne venait que tous les 2 mois. Et parfois, des hommes en costume, associés ou avocats, qui parlaient affaires dans le couloir et jetaient un œil distrait à leur ancien patron avant de repartir. Élodie, elle, était là tous les jours. Fraîchement diplômée, elle avait 25 ans, des yeux noisettes toujours attentifs, et ses mains que sa mère qualifiait de « mains de guérisseuse », des mains qui savaient toucher sans blesser, soigner sans brusquer. Elle avait choisi ce métier par vocation, portée par cette conviction naïve mais tenace que la présence humaine pouvait faire des miracles là où la médecine échouait. « Bonjour, Monsieur Delorme », disait-elle chaque matin en entrant dans la chambre luxueuse. « C'est Élodie aujourd'hui. Il est 8 heures, et dehors, c'est une magnifique journée d'automne. » Elle ouvrait les rideaux, laissant entrer une lumière dorée qui caressait les murs ivoires. Elle prenait soin d'expliquer chacun de ses gestes, même les plus anodins. « Je vais prendre votre tension maintenant. Le brassard va serrer un peu, comme d'habitude. » Ses collègues se moquaient gentiment d'elle. Martine, 58 ans et 30 ans de service, lui tapotait l'épaule. « Tu perds ton temps, ma petite. » S'il pouvait entendre, ça se saurait. Les électroencéphalogrammes sont formels. Mais Élodie avait lu des études, des témoignages de personnes sorties du coma qui racontaient avoir entendu, ressenti pendant leur inconscience. Et puis, il y avait cette intuition, cette certitude inexplicable. Victor Delorme était toujours là, quelque part, prisonnier de son propre corps. Alors elle continuait. Jour après jour. Ce matin de novembre, elle entra dans la chambre avec un livre sous le bras. La promesse de l'aube, de Romain Gary. Elle avait terminé Le Petit Prince la veille. J'ai pensé que nous pourrions changer un peu aujourd'hui, Monsieur Delorme, annonça-t-elle en déposant le livre sur la table de chevet. C'est l'histoire d'un amour inconditionnel, celui d'une mère pour son fils. Ma mère me l'a offert quand j'ai quitté la maison pour mes études. Je crois qu'elle essayait de me dire quelque chose. Elle sourit, préparant le nécessaire pour la toilette quotidienne. Ses gestes étaient précis, respectueux, empreints d'une douceur qui ne s'émoussait jamais malgré la routine. Je vais vous raser maintenant. Vous avez toujours l'air si élégant après, comme sur les photos dans les magazines. Elle humidifia une serviette chaude, la passa délicatement sur le visage émacié. Victor avait perdu beaucoup de poids, mais son visage conservait quelque chose de noble, d'obstinément vivant malgré l'immobilité. Vous savez, j'ai grandi dans un petit village près de Grenoble. Rien à voir avec votre monde à vous. Mon père était instituteur, ma mère infirmière, c'est elle qui m'a donné envie de faire ce métier. Notre maison était minuscule, mais elle donnait sur les montagnes. Chaque matin, je me réveillais face à cette immensité. C'était notre luxe à nous. Pendant qu'elle parlait,
elle lavait méticuleusement chaque partie du corps de Victor, préservant sa dignité avec un drap qu'elle déplaçait au fur et à mesure. Elle lui massait les membres pour stimuler la circulation, appliquait des crèmes pour éviter les escarres. Des gestes techniques transformés en rituels d'attention. Mon père est décédé l'année dernière. Cancer du poumon. Il n'a jamais fumé, c'est injuste, n'est-ce pas? Il aimait réciter des poèmes de Prévert. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Il adorait l'automne. Comme maintenant, dehors. Sa voix se brisa légèrement. Elle ne parlait jamais de son père aux autres. Pourquoi se confiait-elle ainsi à cet homme inconscient? Peut-être parce qu'avec lui, il n'y avait ni jugement, ni pitié, ni réponse maladroite. Juste une écoute pure, parfaite, imaginaire peut-être, mais apaisante. Pardonnez-moi, je deviens mélancolique. Ma mère dit que c'est le temps qui fait ça. Elle tient bon, vous savez. Les femmes sont plus fortes qu'on ne le croit, monsieur Delorme. Votre ex-femme aussi, probablement, malgré ses airs distants. Elle passa au lavage des cheveux, utilisant un shampoing à l'odeur subtile de cèdre. Elle avait remarqué, lors d'une visite de son fils, qu'il portait ce même parfum. Un petit luxe qu'elle s'était permis d'acheter spécialement pour Victor, un lien olfactif avec sa vie d'avant. J'ai toujours trouvé que laver les cheveux de quelqu'un est un geste d'une intimité incroyable, murmura-t-elle, massant doucement le cuir chevelu avec ses doigts agiles. Ma mère me lavait les cheveux quand j'étais petite, et elle chantait toujours cette chanson. Sans même y penser, elle commença à fredonner une berceuse, une mélodie simple et nostalgique que sa mère lui chantait les soirs d'orage quand elle avait peur. Sa voix était claire, légèrement voilée d'émotion, emplissant la chambre aseptisée d'une chaleur inattendue. Elle enveloppa les cheveux encore humides dans une serviette chaude, continuant à chantonner distraitement. C'est alors qu'elle le vit, un frémissement, infime, presque imperceptible, au coin de l'œil droit de Victor. Et puis, cette chose impossible, une larme. Une unique larme qui glissait lentement sur sa joue creuse. Élodie se figea, le cœur battant. Était-ce possible? N'était-ce pas simplement une réaction physiologique, sans signification? Elle avait entendu parler de ces réflexes qui persistent, ces mouvements involontaires qui donnent de faux espoirs aux familles. Monsieur Delorme, chuchota-t-elle, n'osant presque pas respirer. Victor. Rien. L'immobilité était revenue, parfaite, imperturbable. Mais Élodie savait ce qu'elle avait vu. Ce n'était pas la première fois qu'elle percevait ces infimes signes, un battement de paupières plus appuyé, une légère pression des doigts quand elle prenait sa main, une accélération du rythme cardiaque sur le moniteur quand elle racontait une histoire particulièrement émouvante. Des coïncidences, disaient les médecins quand elle osait les mentionner. Des projections de son esprit, suggéraient gentiment ses collègues. Mais Élodie n'en démordait pas. Il y avait quelque chose. Une présence. Une conscience. « Je sais que vous êtes là », murmura-t-elle en séchant délicatement la larme. « Et je serai là aussi, demain et après-demain. Je vous le promets. » Les semaines passèrent. Décembre apporta son manteau de neige et ses illuminations. Élodie décorait chaque jour la chambre différemment, une guirlande lumineuse un jour, une branche de sapin parfumée le lendemain, une petite crèche artisanale qu'elle avait confectionnée elle-même. « J'ai toujours adoré Noël », expliquait-elle en arrangeant les minuscules santons. Pas pour les cadeaux, mais pour cette ambiance, cette trêve que même les adultes respectent. Comme si, pendant quelques jours, on se souvenait tous que la gentillesse est possible. Elle parlait de tout et de rien. De ses patients, anonymisés par respect du secret médical. De ses rêves ouvrir un jour un centre de soins dans son village natal, allier médecine moderne et approche douce, créer un lieu où les patients seraient avant tout des personnes. De ses échecs aussi, ses doutes, ses petites lâchetés quotidiennes. Un jour, elle apporta son violon, un vieil instrument que son père lui avait offert pour ses 15 ans. Elle n'était pas virtuose, loin de là, mais jouait avec cœur quelques morceaux simples qui emplissaient la chambre d'une mélancolie douce. Ma mère dit que la musique atteint l'âme directement, sans passer par la raison, expliqua-t-elle en rangeant l'archet. Je me suis dit que peut-être qu'elle pourrait vous atteindre là où mes paroles ne le peuvent pas. Janvier arriva, glacial. Une épidémie de grippe décima l'équipe soignante. Élodie travaillait double, enchaînant les gardes, épuisée mais déterminée. Jamais elle ne négligeait Victor. Jamais elle ne bâclait ses soins, même quand les minutes étaient comptées, même quand ses yeux se fermaient de fatigue. Un soir, à bout de force,
elle s'assit près du lit. Elle venait de terminer la toilette, avait changé les draps, vérifié les perfusions. Dehors, une tempête de neige faisait rage, transformant Paris en ville fantôme. « Je ne peux pas rentrer chez moi ce soir, » dit-elle en regardant par la fenêtre. « Les transports sont arrêtés. Je vais dormir à l'hôpital. Au moins, il fait chaud ici. » Elle se tut un instant, puis reprit d'une voix plus basse. « Parfois je me demande si je ne suis pas folle. Si je ne m'invente pas une histoire, une mission. Tous ces mois à vous parler, à espérer un signe. Ma chef de service dit que je m'attache trop, que c'est dangereux professionnellement. Elle a peut-être raison. » Elle soupira, passa une main lasse sur son visage. « Mais je n'arrive pas à faire autrement. Je n'arrive pas à entrer dans cette chambre et à ne voir qu'un corps à maintenir en vie. Je vois un homme. Je vois quelqu'un qui, peut-être, m'entend. Qui, peut-être, a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. » Elle se leva, vérifia une dernière fois les constantes. « Bonne nuit, Victor. À demain. » Elle était presque à la porte quand elle l'entendit. Un son si faible qu'elle crut d'abord l'avoir imaginé. Un murmure. Un souffle. Elle se retourna lentement, le cœur battant à tout rompre. Victor avait les yeux ouverts. Des yeux bleu pâle, désorientés, mais indéniablement conscients. Ses lèvres remuaient faiblement, essayant de former des mots. Élodie se précipita vers lui, appuyant frénétiquement sur le bouton d'appel d'urgence. « Victor? Victor, vous m'entendez? Ne forcez pas, tout va bien, je suis là. Je suis Élodie. » Il la regardait, tentant désespérément de parler. Elle se pencha, l'oreille près de ses lèvres. « Voix, » articula-t-il dans un souffle à peine audible. « Ta voix. » Les larmes jaillirent des yeux d'Élodie, incontrôlables. « Vous m'entendiez, » murmura-t-elle. « Tout ce temps, vous m'entendiez. » Le personnel médical fit irruption dans la chambre. Tout s'accéléra soudain, ordre lancé, test rapide, spécialistes appelés en urgence malgré la tempête. Élodie fut écartée, reléguée dans le couloir pendant que la machine médicale reprenait ses droits sur le miraculé. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. Victor Delorme, revenu d'entre les ombres, faisait la une des journaux. Le milliardaire ressuscité, titraient les tabloïds. Les médecins parlaient de cas exceptionnels, de récupération neurologique sans précédent. La chambre 512 ne désemplissait pas spécialiste, famille soudain très présente, associée empressée. Élodie, elle, restait en retrait. On l'avait affectée à d'autres patients, d'autres tâches. La direction, soucieuse du standing de la clinique, préférait présenter aux caméras des médecins renommés plutôt qu'une simple infirmière. Le docteur Lambert parlait déjà de publier un article dans une revue scientifique prestigieuse. Une semaine passa. Élodie n'avait pas revu Victor. Elle entendait parler de ses progrès fulgurants, il parlait maintenant clairement, commençait à se nourrir seul, reconnaissait son entourage. Un miracle, disaient certains. Une anomalie statistique, corrigeaient les scientifiques. Un soir, alors qu'elle terminait son service, le directeur de la clinique l'intercepta dans le couloir. « Mademoiselle Mercier, Monsieur Delorme demande à vous voir. » Il est, disons, insistant. Elle le suivit, le cœur battant. La chambre 512 avait changé fleurs luxueuses à profusion, équipement dernier cri, écran plat diffusant les informations en sourdine. Et au milieu de tout ce luxe retrouvé, Victor, assis dans son lit, amaigri mais droit, les yeux clairs et terriblement lucides. « Élodie, » dit-il simplement quand elle entra. Sa voix était rauque, encore fragile, mais il y avait dans sa façon de prononcer son prénom une familiarité troublante, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. « Laissez-nous, » demanda-t-il au directeur, qui s'éclipsa avec une déférence obséquieuse. Ils restèrent seuls, face à face, séparés par un étrange mélange d'intimité et de gêne. « Il ne voulait pas que je vous voie, » commença Victor. « Il disait que vous étiez occupé, que vous aviez d'autres patients. J'ai dû menacer de changer de clinique. » Un sourire faible mais malicieux éclaira son visage émacié. « Je vous reconnais, » poursuivit-il. « Votre voix. Votre odeur. La façon dont vous touchez. Je vous ai écouté pendant des mois, Élodie. » Elle ne savait que dire, submergée par l'émotion, par la situation irréelle. « Je vous ai entendu me parler de votre père, de votre village, de vos rêves.
Je vous ai entendu me lire Saint-Exupéry et me chanter des berceuses. J'ai senti vos larmes tomber sur mon visage quand vous pensiez que personne ne vous voyait. Il tendit une main encore faible, qu'elle prit sans réfléchir. J'étais perdu dans un océan noir, Élodie. J'entendais des voix lointaines médecins, infirmières, familles, mais elles passaient comme des ombres. Sauf la vôtre. La vôtre était comme une lumière, un fil que je pouvais suivre. Un jour, vous avez dit « Je sais que vous êtes là ». Et j'ai pensé « Oui, je suis là, je t'entends ». Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Élodie. Toutes ces heures, tous ces mots qu'elle avait cru perdus dans le vide. Je ne sais pas comment vous remercier, murmura-t-elle. En acceptant ceci, répondit-il en lui tendant une enveloppe qu'il prit sur sa table de chevet. Elle l'ouvrit, les mains tremblantes. À l'intérieur, un document officiel, l'acte de création d'une fondation, la Fondation Éveil, dotée d'un capital initial de 20 millions d'euros. L'objet, soutenir la recherche sur les états de conscience altérés et former le personnel soignant aux approches humaines et sensorielles du coma. Et tout en bas, une ligne qui lui coupa le souffle, directrice, Élodie Mercier. Je ne peux pas accepter, balbutia-t-elle. Je ne suis pas qualifié, je n'ai pas l'expérience. Vous avez quelque chose de bien plus rare, l'interrompit Victor. Vous avez la capacité de voir une personne là où les autres ne voient qu'un cas. De croire quand tout s'abandonne. C'est ça que je veux à la tête de cette fondation. Il serra sa main un peu plus fort. J'étais un homme différent avant, Élodie. J'accumulais argent, pouvoir, possession. Je traitais les gens comme des ressources. 6 mois dans le noir m'ont appris que rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui compte, ce sont ces moments où quelqu'un vous touche vraiment, vous touche avec attention, avec respect. Sans rien attendre en retour. Il regarda par la fenêtre, vers le Paris hivernal qui s'étendait au loin. Je ne serai plus jamais le même homme. Et cette fondation n'est pas qu'un « merci », c'est une promesse. Une promesse que ce que j'ai appris pendant ces mois ne sera pas perdu. Le silence retomba entre eux, chargé de tout ce qui ne pouvait être dit, de tout ce qui n'avait pas besoin de l'être. Réfléchissez Y, dit finalement Victor. La proposition restera valable aussi longtemps qu'il le faudra. 3 mois plus tard, la Fondation Éveil inaugurait ses premiers locaux, un bâtiment lumineux au cœur de Paris. À l'entrée, une plaque discrète portait ces mots, « À tous ceux qui parlent dans le noir, qui touchent avec respect, qui croient quand l'espoir semble perdu, vous êtes la lumière qui guide le retour. » Élodie, debout à côté de Victor qui se tenait maintenant fermement sur ses jambes, coupait le ruban inaugural. Leur regard se croisa, chargé de cette complicité unique née dans le silence et l'obscurité. Certains murmuraient déjà que leur relation dépassait le cadre professionnel. Peut-être avaient-ils raison, peut-être pas. Ce qui était certain, c'est que quelque chose d'extraordinaire était né entre eux, un lien forgé dans les laines de la conscience, plus profond que n'importe quelle rencontre ordinaire. Un journaliste s'approcha, micro tendu, « Mademoiselle Mercier, croyez-vous au miracle ?» Elle sourit, son regard allant de Victor aux nouveaux locaux, à tout ce chemin parcouru depuis cette chambre d'hôpital silencieuse. « Je crois en la présence, répondit-elle simplement. Je crois qu'être vraiment là pour quelqu'un, sans attente ni jugement, est peut-être la forme la plus pure d'amour. Et oui, parfois, cela produit des miracles. » Victor prit sa main, discrètement mais fermement. 2 âmes qui s'étaient reconnues dans le silence, 2 vies transformées par la simple persistance d'une voix douce dans l'obscurité. Car parfois, le plus grand acte d'amour est simplement de croire que l'autre est encore là, même quand tout indique le contraire.